Bonjour. Voilà, donc on va continuer là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire dans la troisième partie de la stéréoisomérie optique. Rappelez-vous, dans la première partie, il était question de discuter du carbone asymétrique et de la configuration absolue. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous avons vu les différentes projections possibles et les formes des différentes molécules, à savoir la forme de Fischer, la forme de Newman et la forme de Cram, et comment passer de l'une à l'autre par de simples permutations. Aujourd'hui, nous allons parler de l'activité optique. L'activité optique qui quand même souvent certains la confondent avec les isoméries optiques. Or, il y a vraiment une distinction à savoir faire entre les deux, et c'est ce que nous allons principalement voir. En tout cas, lorsqu'on parle de l'activité optique, on parle surtout de la déviation de la lumière. Les molécules sont capables de dévier la lumière, c'est-à-dire de lui changer de trajectoire. Et là, on parle de molécules chirales, c'est-à-dire des molécules qui sont images non superposables. Ces molécules chirales sont des molécules qui sont optiquement actives. Et les molécules, quand on parle de molécules achirales, là il s'agit de molécules optiquement inactives. Voilà donc le schéma qui le démontre ici. Si on considère par exemple une lumière disons monochromatique polarisée qui est incidente, qui va vers une molécule que nous avons notée M. Si nous constatons que la lumière, au lieu qu'elle continue sa trajectoire normalement, elle sera déviée d'un angle disons alpha par rapport à sa trajectoire initiale, et la lumière donc émergente elle sera déviée contrairement à la lumière incidente. Là on va dire que la molécule M est une molécule qui est optiquement active parce qu'elle a réussi à faire une action sur la lumière. Contrairement au deuxième dessin, si vous avez une lumière incidente de longueur d'onde lambda qui va aller traverser la molécule notée M', si la lumière continue sa trajectoire normalement comme si de rien n'était, ça veut dire qu'elle ne sera pas déviée, ça veut dire que la molécule n'a aucune activité optique. Voilà, donc l'activité optique, elle est étroitement attachée à quoi? À la déviation de la lumière. Et tout dépend de la symétrie de la molécule. La symétrie, si une molécule elle est symétrique, si elle est symétrique, je ne parle pas de carbone asymétrique, je parle de symétrie en général. Ça peut être un plan de symétrie par exemple, ça peut être un axe de symétrie. Si une molécule elle a une certaine symétrie, elle ne pourra pas dévier la lumière. Parce que si elle le fait d'un côté, sa symétrie le fera du côté inverse. Et donc le résultat sera annulé et l'angle dévié sera égal à 0. Donc une molécule est capable de dévier la lumière si seulement elle n'a pas de plan de symétrie. Donc notez bien, s'il n'y a pas de plan de symétrie, s'il n'y a pas de symétrie du tout, s'il n'y a pas de symétrie, elle est active. Mais s'il y a une certaine symétrie, elle est inactive. Inactive, ça veut dire achirale. Active, ça veut dire chirale. Regardez, quand elle dévie la lumière, comme j'ai écrit ici, elle dévie la lumière, on l'appelle chirale. Alors, à partir de là, donc, on peut faire la distinction entre l'activité optique et l'isomérie optique. Alors, il y a plusieurs possibilités. Quand on dit isomérie optique, pas l'activité optique, vous dites qu'il y a isomérie optique à condition qu'il y ait une présence de carbone asymétrique. Dès que vous trouvez dans une molécule des carbones asymétriques, c'est-à-dire des carbones comportant des groupements, 4 groupements différents, tous les cas différents entre eux, là vous dites qu'il y a isomérie optique. Isomérie optique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler des configurations absolues, R et S. Par contre, l'activité optique, elle est liée à l'absence d'éléments de symétrie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de symétrie, ni un plan de symétrie, ni un axe de symétrie. Lorsqu'il n'y a pas de symétrie du tout dans une molécule, on dit qu'il y a une activité optique. Voilà, j'espère que c'est clair. Et pour cela, je vais vous donner au fil de cette présentation 4 exemples.
Je vais vous donner un exemple d'une molécule qui a une isomérie optique et qui a une activité optique. Un autre exemple, une isomérie optique présente, mais pas d'activité optique. Un troisième exemple, pas d'isomérie optique, mais il y a activité optique. Et le dernier exemple, ni activité optique, ni isomérie optique. Voilà, pour vous dire que finalement, on peut avoir tous les cas. Vous n'avez pas le droit de dire quand il y a isomérie optique qu'il y a aussi activité optique parce que nous pouvons le démontrer par un contre-exemple et vice-versa. Vous ne pouvez pas dire que lorsqu'il y a une activité optique, il y a une isomérie optique parce qu'il y a un contre-exemple. Voilà, donc je vais vous donner toutes les possibilités pour vous convaincre qu'il n'y a pas de relation entre activité optique et isomérie optique. On parle d'activité optique en absence d'éléments de symétrie. Absence. On parle d'isomérie optique lorsqu'il y a présence de carbone asymétrique. Voilà, alors, premier cas. Activité optique en présence du carbone asymétrique. Regardez par exemple, une molécule qui a un seul carbone asymétrique, ça veut dire qu'elle a une isomérie optique. Butane de Hall, il n'y a aucune symétrie, elle est optiquement active. Effectivement. À généraliser sur toutes les molécules ayant un seul carbone asymétrique. Regardez bien cette molécule. Si vous observez cette molécule, vous allez constater qu'il y a ici un carbone asymétrique. Je vous rappelle, un carbone asymétrique, c'est un carbone qui comporte 4 groupements différents. C'est vrai qu'ils sont différents. Vous avez l'éthyle, le méthyle, l'hydroxyle et l'hydrogène. Donc 4 groupements autour du carbone sont différents, c'est un carbone asymétrique. Le fait qu'il y a un carbone asymétrique, on dit qu'il y a isomérie optique. Y a-t-il aussi activité optique? Oui, il y a activité optique parce qu'il n'y a aucune symétrie dans la molécule. Il n'y a rien qui ressemble à l'autre. Aucune partie ne ressemble à l'autre partie. Puisqu'il n'y a aucune symétrie, il y a aussi activité optique. La molécule, elle est dite donc chirale. Elle est chirale, elle est optiquement active. Vous voyez donc ça, dans ce premier exemple, il y a isomérie optique et il y a activité optique. Dans un deuxième exemple, nous allons prendre des molécules stéréoisomérie optique sans activité optique. C'est-à-dire il y a isomérie optique, mais il n'y a pas d'activité optique. L'exemple, c'est le 1,3-dibromocyclopentane. Regardez bien cette molécule. Alors, voilà le cyclopentane, 5 atomes de carbone. Il y a un brome sur un carbone, par exemple le carbone numéro 1, et puis 2, 3. Et sur le carbone numéro 3, sur le 1 sur le 3, il y a le brome. Mais on constate que ce sont des carbones asymétriques. Pourquoi? Parce que chaque carbone, il comporte 4 groupements différents. C'est vrai, ce carbone par exemple, là où il y a le point rouge, il y a l'hydrogène, il y a le brome, ils sont différents. Il y a aussi le carbone et le carbone. Ces deux carbones ne sont pas identiques, parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a après. Parce qu'après ce carbone, il y a un carbone qui porte le brome, mais après ce carbone, il n'y a pas de carbone qui porte le brome, il est loin. Donc voilà, c'est un carbone asymétrique, et de la même manière ici. Le fait qu'il y ait des carbones asymétriques, n'est-ce pas? Il y a même 2 carbones asymétriques. On dit qu'il y a stéréoisomérie optique. En plus, j'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il y a aussi une stéréoisomérie géométrique. Ça, on n'a pas encore vu ce chapitre. Stéréoisomérie géométrique, lorsqu'on peut parler de cis et trans. C'est-à-dire les deux bromes sont du même côté. Tous les deux, ils sont en avant. Par contre, il y a un plan de symétrie. Rappelez-vous la définition de l'activité optique. Je dis bien activité. Vous vous rappelez, je vous ai dit, quand il y a une symétrie, quand il y a un plan de symétrie, il n'y a pas d'activité optique. Parce qu'un côté de la molécule, s'il fait dévier la lumière, par exemple, à gauche, l'autre, il la fait dévier à droite, et ça va s'annuler. Regardez, il y a un plan de symétrie, comme un miroir ici. La partie de droite est égale à la partie de gauche, elle est équivalente, elle est image. Le fait qu'il y ait un plan de symétrie, on dit qu'il y a plan de symétrie optiquement inactif. Voilà. Donc cette molécule, elle a des configurations absolues. Et vous savez aussi une autre information que je vous donne, quand il y a un plan de symétrie, il y a l'image. Et l'image, ça veut dire l'inverse. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de déterminer les deux configurations. Si vous trouvez une configuration d'un côté R, ça veut dire que l'autre côté du plan de symétrie, elle est S. Ça ne peut pas être R et l'autre R ou SS. Non, impossible. Quand il y a un plan de symétrie, ça veut dire qu'il y a l'inverse.
Quand il y a un côté R, l'autre côté il est forcément S. Et vous pouvez le vérifier ici en faisant la rotation. Regardez par exemple la flèche ici. Je tourne ici. Je ne traverse pas l'hydrogène. L'hydrogène, je ne le vois pas. L'hydrogène, il est derrière. Voilà, 1, 2, 3. L'hydrogène quatrième. Bien. Maintenant, un autre exemple. Molécule qui a stéréoisomère actif et inactif. Alors, comme les deux carbones sont identiques, regardez l'exemple. Alors, je prends le même exemple tout à l'heure. Le même exemple, c'est la suite. C'est la suite. Vous avez la molécule contient un plan de symétrie, optiquement inactif. Alors, vous pouvez maintenant faire des modifications sur la molécule pour la rendre optiquement active. C'est-à-dire que vous devez supprimer le plan de symétrie. Si on vous demande de la rendre active, vous devez supprimer le plan de symétrie. Il ne faut pas qu'il y ait des symétries. Qu'est-ce que vous faites pour le supprimer? Eh bien, vous faites une permutation, tout simplement. Vous permutez entre le brome et l'hydrogène, par exemple, et vous obtenez un autre stéréoisomère. Regardez, si vous permutez, vous savez qu'une permutation, c'est une inversion de configuration. Si vous permutez entre le H et le brome, c'est-à-dire le brome, il prend la place de H et vice-versa. Regardez, le S, il devient R. La molécule, elle était RS, elle devient RR. Regardez ici, il n'y a plus de plan de symétrie. Il n'y a plus l'image. La partie de gauche, elle n'est pas image de la partie de droite. Parce que d'un côté, le brome est en avant, de l'autre côté, le brome n'est pas en avant, il est en arrière. Donc cette molécule qui est là, appelée trans, elle est comment? Elle est optiquement active, parce qu'il n'y a pas de plan de symétrie. Alors que la molécule, alors que le stéréoisomère RS, qui est 6, il n'est pas actif, parce qu'il y a un plan de symétrie. De même, on aurait pu faire la permutation à gauche, et là on obtient le S. Donc SS ou RR, tous les deux sont trans. Ces deux stéréoisomères, RR et SS, sont optiquement actifs parce qu'ils n'ont pas de plan de symétrie. Tandis que le stéréoisomère RS, il est optiquement inactif. Vous voyez, la même molécule, exactement la même molécule, elle se comporte différemment. Elle a des stéréoisomères actifs comme elle a des stéréoisomères inactifs. Pour vous dire donc finalement, voilà, ça n'a rien à voir avec les carbones asymétriques. Pourtant, la première molécule, elle a des carbones asymétriques. La deuxième aussi, elle a des carbones asymétriques. Donc toutes les deux, elles ont des isomérés optiques. Mais toutes les deux, elles n'ont pas la même activité optique. Une, elle n'est pas active, l'autre, elle est active. Et voilà. En plus, rappelez-vous ce qu'on a vu dans la partie précédente, quand vous avez deux carbones asymétriques identiques. C'est vrai, ici c'est le cas. Les deux carbones, ils comportent les mêmes groupements. Chacun, il a le même groupement que l'autre. Le H, le brome, les deux carbones qui sont dissymétriques. Et donc, quand il y a deux carbones asymétriques identiques, la molécule, elle s'appelle méso. Cette molécule-là, elle s'appelle méso. Et quand elle s'appelle méso, vous avez, au lieu de 4 stéréoisomères, vous avez 3. Il y a 3 stéréoisomères au lieu de 4. Les voici. 6, trans, c'est-à-dire le RS, RR et le SS. Vous allez me dire, et le SR? Eh bien, le SR, c'est le même que le RS. Parce que c'est exactement, ils sont superposables. Si vous dessinez maintenant le SR, vous le superposez sur le RS, vous allez trouver qu'ils sont superposables, c'est la même molécule. Troisième exemple, absence de carbone asymétrique et absence d'activité optique. C'est-à-dire, on va voir maintenant un exemple d'une molécule qui n'a ni activité optique ni isomérie optique. L'exemple 1,3-dichlorocyclobutane. Regardez, absence de carbone asymétrique, c'est-à-dire il n'y a pas de stéréoisomérie optique, il y a un plan de symétrie, donc elle est inactive. Là, voilà la molécule. On a fait une légère modification par rapport au cyclopentane de tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est un cyclobutane. Si vous voyez bien le cyclobutane, chaque carbone que j'ai mis ici en point rouge n'est pas un carbone asymétrique. Parce qu'il ne comporte pas 4 groupements différents. C'est vrai, il y a le chlore qui n'est pas le même que le H, mais ce carbone et ce carbone sont identiques. Pourquoi ils sont identiques? Parce que même si vous continuez, vous allez tomber sur le même groupement. Vous allez fermer le cercle. La même chose ici, ce carbone asymétrique. Regardez, il comporte le H, le Cl, il comporte ce carbone et ce carbone qui sont identiques. Pourquoi? Parce que leur suite, elle vous donne la même chose. Contrairement à tout à l'heure, le cyclopentane, dont on a vu, c'est vrai qu'il y avait deux carbones,
mais après les deux carbones, il n'y avait pas les mêmes groupements. Donc ici, ces deux carbones ne sont pas des carbones asymétriques. Malgré que j'ai dessiné devant et derrière, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que c'est des carbones asymétriques, ce ne sont pas des carbones asymétriques. Puisque ce ne sont pas des carbones asymétriques, attention, vous n'avez pas le droit de parler de R et de S ici. Il n'y a pas ni R ni S. Ni R ni S quand il n'y a pas de carbone asymétrique. Et quand il n'y a pas de carbone asymétrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'isoméré optique, pas de stéréoisoméré optique. En plus de tout cela, on observe qu'il y a un plan de symétrie, le voilà en bleu. C'est-à-dire la partie de droite, elle est semblable à la partie de gauche. Elle est vraiment son image. Ça veut dire qu'il y a un plan de symétrie. Rappelez-vous, quand il y a un plan de symétrie, la molécule, elle est optiquement inactive. Allez, on continue. Je vais vous donner maintenant un quatrième et dernier cas. Activité optique sans carbone asymétrique. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une activité optique malgré qu'il n'y a pas de carbone asymétrique. Regardez. C'est le cas des biphényles, des spiranes ou des alènes. C'est une famille particulière de molécules. Vous allez voir par exemple dans cet exemple, le 1-chloro-but 1,2-diène. 1,2-diène, il y a deux doubles liaisons. Regardez, il y a le butane, 4 carbones. Sur le carbone numéro 1 et sur le carbone numéro 2, il y a deux doubles liaisons. Et sur le carbone numéro 1, il y a un chlore. La molécule est sur deux plans perpendiculaires. Pas de carbone asymétrique, pas de plan. Donc elle est active. Regardez-la. Regardez bien cette molécule. Vous avez ici, ça, c'est pas un carbone asymétrique. Aucun carbone asymétrique. Parce que pour dire qu'il y a un carbone asymétrique, n'oubliez pas qu'il faut qu'il y ait un carbone hybridé sp3. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir une double liaison, un carbone sp3. Un carbone sp3 doit avoir 4 liaisons simples, covalentes. Or, ici, il n'y a pas de carbone sp3. Le seul carbone qui est sp3, c'est le CH3. Or, CH3, ce n'est pas un carbone asymétrique, parce que pour qu'il soit un carbone asymétrique, il faut qu'il comporte 4 groupements différents. Donc, aucun carbone asymétrique ici. Du moment qu'il n'y a aucun carbone asymétrique, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il n'y a pas d'isoméré optique. C'est clair, on a fini avec l'isoméré optique. Maintenant, on va voir est-ce qu'il y a une activité optique. On va voir s'il y a une activité optique parce que l'activité optique n'est pas liée à l'isoméré optique du tout. On a vu 3 exemples déjà pour démontrer qu'elle n'est pas liée. Pour savoir s'il y a ou non une activité optique, nous devons chercher s'il y a un plan de symétrie. On a beau chercher ici le plan de symétrie, on ne trouve pas. Si vous faites un plan comme ça, entre deux carbones, c'est impossible. Un côté, il y a le chlore, l'autre côté, il y a CH3. Si vous faites un plan le long des liaisons CC, aussi, il n'y a pas de plan de symétrie. Observez bien la molécule, il n'y a aucun plan de symétrie. Qu'est-ce qu'on dit quand il n'y a pas de symétrie? Quand il n'y a aucune symétrie, on dit que la molécule, elle est optiquement, comment? Active. Elle est chirale. Vous voyez? Elle est chirale et pourtant, elle n'a pas d'isomère optique. C'est-à-dire que cette molécule, elle est capable de faire dévier la lumière. Elle est capable de le faire, malgré qu'il n'y a aucun carbone asymétrique. Voilà. Voilà une application. Regardez, soit la molécule suivante, CH3, COO, CHCl, CHNH, CH3, C2H5. Voilà. Assez complexe, de configuration 2s, 3r. Sur le carbone, sur un carbone, il y a S, sur l'autre carbone, il y a R. Pas pourquoi on parle ici de 2s, 3r. Voilà, je l'ai dessiné, elle est au milieu. J'ai dessiné ici, regardez bien. Voilà le carbone numéro 1. Parce que, pourquoi le carbone numéro 1? Parce qu'il porte la fonction principale. COO, acétate. Carbone numéro 2, carbone numéro 3. Voilà pourquoi on dit 2S, 3R. Pour ceux qui se posent la question, c'est quoi 2, c'est quoi 3? Carbone numéro 2, il est S. Carbone numéro 3, il est R. Et puis, on continue 4, 5. Voilà, c'est 2H5, NH, CH3. Voilà, donc j'ai dessiné cette molécule. Vraiment, tentative de le faire au hasard. Vous pouvez tous la faire.
par exemple, j'ai commencé par dessiner ces liaisons dans le plan, parce qu'il y a deux carbones asymétriques, donc j'ai dessiné comme ça, les deux carbones. Chaque carbone, il a deux liaisons dans le plan, comme ça, et une avant, une arrière. Celui-là aussi, c'est un carbone asymétrique. Il a deux liaisons dans le plan, une devant, une derrière. Vous voyez? Alors, après, vous mettez les groupements au hasard. Si on les met au hasard, par exemple, vous trouvez R, c'est tant mieux, vous laissez R. Si vous ne trouvez pas R, faites une permutation et elle devient R. La même chose ici. Vous les posez au hasard, les groupements H, Cl et CO, O, CH3. Vous les posez au hasard d'après ce qui sont donnés dans la formule développée. En les posant au hasard, vous allez ensuite faire la configuration. En numérotant, bien sûr, d'après le numéro atomique. Le chlore, c'est le plus grand. L'hydrogène, c'est le plus petit. Après, c'est le CO. Donc, regardez la flèche, comme ça. Du chlore à l'acétate, à la liaison, à l'hydrogène. Donc, regardez la flèche. C'est le contraire des aiguilles d'une montre, donc c'est S. Celle-là, elle est S. C'est tant mieux. On voulait avoir S. Si, par exemple, j'ai tourné, j'ai pas trouvé S, j'ai trouvé R, c'est pas grave, je peux faire n'importe quelle permutation. Soit H avec Cl, soit Cl avec acétate, soit acétate avec H, comme vous voulez. L'essentiel, vous faites une seule, pas deux. Une seule permutation. Si vous faites une seule permutation, R, il devient S. Ou S, il devient R. Mais si vous faites deux permutations, le S, il reste S et le R, il reste R. Allez, on va essayer par exemple de trouver, pour cette molécule, la projection qui est en projection de Cram, qui est en forme chaise. On aurait pu la dessiner en forme bateau aussi, il n'y a pas de problème. En forme bateau, il suffit que le COCH3 monte en haut et le chlore et le H descendent en bas comme ici. Voilà, donc cette molécule-là, on va essayer de l'observer pour l'obtenir en Newman. Allez, voilà l'observateur. Si on regarde par exemple d'ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit ce carbone R, c'est lui le point. Et le carbone S, c'est le cercle. Voilà, le carbone. Le point, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il comporte ce point? Le C2H5, le H à droite et le NHS3 à gauche. Exactement comme on le voit ici. Si par contre l'observateur se met à gauche, il essaye de regarder la molécule de ce côté-là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir en bas, par rapport à lui, par rapport à l'observateur, l'acétate. À sa droite, il va voir le chlore. Pourquoi à sa droite? Parce que le chlore, il sort de l'écran, dirigé vers vous. L'hydrogène est à sa gauche. Effectivement, l'hydrogène est à sa gauche, le chlore à sa droite, et l'acétate, il est dirigé vers le bas. Lorsqu'il observe toujours du même côté, il tente d'ignorer ce carbone et observer l'autre carbone, il va mettre un cercle et il observe le C2H5 en haut, le NH à droite et le H à gauche. Effectivement, le NH à droite, le H à gauche. Idem ici, de la même manière, si vous essayez de ce côté-là observer l'autre carbone S, vous allez le symboliser par un cercle. Vous voyez donc la même molécule, celle-là c'est la même molécule SR, celle-là aussi elle est SR, celle-là aussi elle est SR. On a juste redessiné la molécule, on ne l'a pas modifiée. C'est-à-dire ces différents dessins, ce n'est pas des isomères, attention, ce n'est pas du tout des isomères. C'est la même molécule qui est observée autrement. Elle est observée selon la forme de Cram et selon la forme de Newman des deux côtés. Et c'est exactement la même molécule, c'est comme si vous êtes en train de vous déplacer. La molécule, elle est figée dans l'espace, c'est vous qui êtes en train de se déplacer autour de la molécule, et à chaque fois que vous vous déplacez, vous l'observez. Donc vous tournez autour de la molécule, à chaque fois que vous observez quelque chose, vous la dessinez. C'est tout. Donc c'est exactement la SR. Si vous voulez obtenir par exemple la SS, gardez celle-là comme ça, et le R, vous lui faites une permutation n'importe laquelle, et vous obtenez la RR. Voilà. Donc maintenant on va essayer de passer de Newman à Fischer, qui nécessite d'abord une rotation vers la forme de chaîne carbonée éclipsée. Effectivement, Fischer, elle doit être éclipsée. Pour passer de Newman à Fischer, vous devez d'abord éclipser Newman. Éclipser, ça veut dire que vous faites une rotation, comme je vous ai montré, de manière à mettre le carbone derrière le carbone. Ça le but, vous m'avez bien entendu. J'ai dit carbone derrière le carbone pour que la même chose sera dans la Fischer. Les carbones seront sur la même ligne, sur la même direction. Voilà pourquoi le COCH3, on va essayer de le tourner pour le mettre en haut et le mettre derrière le C2H5. Alors si vous faites une rotation des atomes qui sont en rouge, le point, de 180 degrés, qu'est-ce qui va se passer?
Le COOCH3 il va être du côté de C2H5. Le chlore 180 degrés, il va tourner du côté de H. Et le H en rouge, il va tourner du côté de NaCH3. Et voilà le résultat. Maintenant, une fois que vous avez la forme éclipsée, vous avez le droit de la dessiner en forme de Fischer. Pour la dessiner en forme de Fischer, vous prenez le dessin tel qu'il est, vous le mentionnez. Regardez bien, les atomes en rouge, ils sont regardez-les en Newman et regardez-les en Fischer. Ils portent les mêmes places. Ils sont dans les mêmes places. Le COCH3 en haut, le H à droite, le chlore à gauche. Donc le triangle, il est mis ici, exactement ici de la même manière. Après, on fait quoi? On regarde leur position l'un par rapport à l'autre, les atomes. Alors le NaCH3 en bleu, il est du même côté que le H en rouge. On l'a mis du même côté. Le H en bleu, il est du même côté que le chlore. Et le C2H5 du même côté que le COCH3. Et voilà la transformation de Fischer. Qu'est-ce qu'on retient comme leçon ici pour passer de Newman à Fischer? Une seule leçon. C'est quoi? C'est que Newman, il faut qu'elle soit éclipsée, pas décalée. Celle-là, elle est décalée, celle-ci est éclipsée. Éclipsée, ça veut dire des atomes qui seront derrière d'autres, des groupements derrière d'autres. Éclipsée toujours pour passer à Fischer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette troisième et dernière partie de la stéréoisomérie optique. Il nous reste la stéréoisomérie géométrique et la stéréoisomérie plane. On va voir ensemble. Et voilà, donc à bientôt.